Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité de cette fin de semaine. Le prince Albert II était en déplacement à Moscou. La principauté est à l'honneur le temps d'une semaine. Nous reviendrons sur sa rencontre avec le président Vladimir Poutine. Suite et fin de notre série de reportages en République démocratique du Congo, nous vous présenterons aujourd'hui un projet qui contribue à l'insertion socio-professionnelle de jeunes défavorisés de Kinshasa. Nous nous intéresserons à l'association Interaction et Solidarity Monaco qui soutient de nombreux projets au Kenya. Nous avons assisté à la présentation du futur projet monégasque pour l'exposition internationale d'Astana en 2017. Nous vous proposerons une visite de l'exposition Bold à la galerie L'Entrepôt. Et en fin d'édition, nous retrouverons notre invité du week-end, le directeur de la nouvelle agence monégasque de sécurité numérique, le contre-amiral Dominique Riban. Vous le savez, la principauté est à l'honneur durant une semaine à Moscou. À cette occasion, le prince Albert II de Monaco a été reçu par Vladimir Poutine au Kremlin. Les deux chefs d'État ont également visité une exposition retraçant l'histoire russe et l'histoire monégasque. Le reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Les retrouvailles sont chaleureuses. Nous sommes en plein cœur du Kremlin, la place forte du pouvoir russe. Vladimir Poutine et le prince Albert II, qui se connaissent bien, ont une nouvelle fois célébré l'amitié qui unit leur pays. Les deux chefs d'État se sont rencontrés à l'occasion de la semaine de Monaco à Moscou, alors que plusieurs événements culturels et économiques sont organisés dans la capitale russe. Tous deux ont pu longuement échanger et évoquer ensemble des thématiques qui les préoccupent, telles que les grandes questions internationales ou l'environnement. Il a rappelé au président Poutine les accords d'Aïchi sur le fait de déclarer 10% des océans aires marines protégées. Et nous sommes en conversation avec les Russes, les Américains, un certain nombre d'autres pays pour faire d'une partie de l'Antarctique une aire marine protégée. Et les Russes nous ont donné, non pas un accord de principe, mais ont donné au prince une réponse assez favorable, une disponibilité à avancer sur ce dossier. Alors ça prend du temps, c'est compliqué, les Russes ont des intérêts de pêche dans cette zone, ils veulent que la durée de l'accord soit pas aussi longue que ce qui est actuellement en jeu. Mais ce sont des sujets tout à fait passionnants sur lesquels Russes et Monégasques se retrouvent. En tous les cas, le président Poutine et le prince souverain se retrouvent en très très grande contiguïté de pensée. Les liens entre la Russie et Monaco sont très anciens et leurs histoires respectives se sont écrites en parallèle au cours des siècles. L'exposition Grimaldi et Romanov, organisée en 2015 au Palais Princier, connaît aujourd'hui une seconde vie dans l'une des plus prestigieuses galeries de Russie, la galerie Tretiakov. Le prince Albert II et Vladimir Poutine l'ont visitée ensemble. Il s'agit d'une exposition un petit peu différente. Elle a été complétée et enrichie de documents provenant des archives russes, mais aussi d'objets. Mais nous avons respecté le concept même de l'exposition, celui qui avait été décidé à Monaco. Donc c'est une exposition consacrée aux relations entre la maison des Grimaldi et la maison des Romanov. Nous avons respecté le concept de départ de l'exposition, mais celle de Moscou est un peu plus vaste. Elle diffère également de celle de Monaco par sa mise en scène et son contenu. C'est une exposition magnifique et je suis convaincue qu'elle sera passionnante pour tous les Russes. Je suis convaincue aussi que beaucoup de gens la visiteront, des écoliers, des étudiants et puis des gens qui habitent à Moscou. Elle montre nos liens historiques et ce n'est pas le fruit du hasard si ce matin, les premiers visiteurs de l'exposition ont été le président de la Russie, Vladimir Poutine, et le prince Albert II de Monaco. L'un des objets phares de l'exposition est cette œuf horloge créée par Fabergé en 1895 et destinée à être offert à l'impératrice Maria Féodorovna. Il fait aujourd'hui partie de la collection du prince de Monaco. Il avait été offert par le prince régnier à la princesse Grace, un trait d'union qui rappelle la proximité
culturel entre la Russie et Monaco, une proximité qui s'est nourrie d'échanges de plus en plus soutenus au fil des ans. Suite et fin de notre série de reportages consacrés au déplacement de Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre en République démocratique du Congo. La Manne mondiale soutient dans ce pays 3 programmes que nous avons souhaité vous faire découvrir cette semaine. Aujourd'hui, nous vous présentons un projet qui contribue à l'insertion socio-professionnelle de jeunes défavorisés de Kinshasa. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Alexandra Paolini. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se trouve secouée depuis plusieurs années déjà par le phénomène enfants de la rue, des enfants livrés à eux-mêmes et pour une grande majorité déscolarisés. Il serait plus de 25 000 actuellement dans cette situation. Certains de ces enfants ont pu cependant accéder à des structures spécialisées et bénéficient d'une formation professionnelle. Depuis 2014, la Manne mondiale est partenaire d'un projet qui aide ces jeunes à intégrer le monde du travail. L'association, présidée par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, travaille main dans la main avec le groupe industriel Chanic et le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue. Cet enfant que nous avons eu à partir de la rue, qui est passé par nos centres d'hébergement et dans nos centres de formation professionnelle, il y a une finalité. La finalité, c'est quoi? C'est que demain, que cet enfant puisse se prendre en charge. Et là, nous essayons de mettre à la disposition de l'enfant, à travers toutes les filières que nous avons, l'enfant à choisir. Et après la formation, c'est le stage. Et après le stage, c'est l'embauche à proprement parler. C'est ici notamment sur ce chantier naval de Kinshasa, lieu historique lié à l'explorateur britannique Stanley, où une 50aine de stagiaires a pu bénéficier du savoir-faire du groupe Chanic, et ce dans différents domaines, la soudure, l'électricité, la menuiserie ou encore la chaudronnerie. D'une manière générale, on sent un énorme engouement, une énorme motivation des jeunes qui, grâce à la main aidée à Chanic, grâce à la collaboration en fait, entre ces deux organisations, retrouvent une dignité. Et c'est peut-être ce qui est le plus important, c'est pour eux le fait de retrouver une place dans la société. Si vous avez écouté le discours des jeunes ce matin, ils disaient que si on n'avait pas été là, peut-être qu'ils seraient devenus brigands, selon l'expression consacrée, qui traîneraient dans la rue. Et donc je pense que globalement c'est extrêmement positif. Et je suis très optimiste finalement. Je pense que nous pourrons à l'avenir... J'espère en tout cas constater que ces jeunes se sont réinsérés de manière tout à fait bonne dans la société. Guillaume fait partie des 120 jeunes qui ont été soutenus par ce programme de la Manne mondiale, programme qui lui aura garanti son avenir. Oui, c'est vraiment une aide parce que ça me rend utile dans la société, dans l'avenir. Donc je ne savais pas avant comment souder, mais avec l'aide de Chanic, j'ai vraiment des expériences dans la soudure et j'aimerais encore... pouvoir encore faire plus encore à l'avenir. Grâce à ce programme, ces jeunes auront retrouvé une dignité pour les accompagner dans leur futur professionnel. Des combinaisons de travail et des kits d'insertion leur ont été remis lors de la cérémonie de remise de certificats. Autre actualité en bref et en images. Nous vous en parlions dans notre précédente édition, le Conseil des conférences épiscopales d'Europe se réunit actuellement en principauté. Les présidents de ces 33 conférences épiscopales européennes ont été reçus ce jeudi par le prince souverain au Palais Princier. Parlons à présent de l'ONG Interaction and Solidarity Monaco qui soutient de nombreux projets au Kenya. Après plusieurs années passées en terre Maasai, elle vient de lancer un nouveau programme grâce à l'aide de ses donateurs. Plus de détails avec Émilie Rousseau. Voilà 15 ans maintenant qu'Interaction et Solidarity Monaco intervient en Afrique et plus précisément dans l'est du pays, au Kenya. L'ONG a dans un premier temps mis en place un projet multisectoriel touchant une communauté de 5000 personnes. Le programme, baptisé Ngaïsi, vient de s'achever. Un succès pour la présidente d'Interaction et Solidarity Monaco. On a démarré des actions au début de parrainage, en l'absence d'école publique. Et ensuite, on a monté une école publique, on a monté un dispensaire. On a inséré le dispensaire dans un système de soins existant. On a monté du microcrédit, des activités génératrices de revenus avec de l'agriculture.
Et puis on s'est préoccupé aussi de l'environnement. Cette partie a été financée par la Fondation Prince Albert II. L'autre partie a essentiellement été financée par la coopération internationale de Monaco. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien maintenant il y a le moyen de pérennisation qui est mis en place depuis presque une année. C'est un petit lodge, un petit hôtel-restaurant local qui permet à la population d'avoir ses propres revenus. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que maintenant on n'a plus besoin de financement pour le programme en terre Maasai qui est pérennisé. Et pour nous, c'est formidable. Et aussi pour les gens parce qu'ils n'ont plus besoin de demander. Ce programme réalisé en terre Maasai n'aurait pas pu être possible sans la générosité des donateurs. Ils ont d'ailleurs été conviés lors d'une soirée afin de présenter le nouveau programme de l'ONG, un programme qui ciblera cette fois-ci le nord du Kenya, à la frontière éthiopienne. On a appelé ce programme Résilience parce que ce sont vraiment des gens qui sont dans la résilience. On va s'occuper des personnes déplacées qui ont été massacrées pour des raisons ethniques à Badaouri, donc vraiment au nord Kenya, et qui ont été accueillies par une communauté haute. Mais ces personnes étaient déjà 800, ils étaient déjà dans une très grande précarité et elles ont accueilli ces 200 familles de la même ethnie pour pouvoir les aider. Il faut savoir que ces déplacés, en fait, ce sont des gens comme vous et moi. Ce n'est pas des gens qui étaient déjà dans une grande précarité. Ils avaient un métier, ils avaient une maison, ils avaient donc des familles et ils ont été absolument massacrés. On démarre le programme en fait avec un projet de construction de maisons pour ces gens. Et donc on va former les gens qui ne connaissent pas le métier. Ceux qui le connaissent vont former les autres. Donc ça va être vraiment une grande communauté. Donc on démarre avec ce projet de construction des maisons et aussi on a besoin de fonds pour la rénovation d'un camion qui a été donné il y a 10 ans par le gouvernement du Japon et qui maintenant a besoin évidemment de maintenance. Résilience concerne donc des personnes déplacées qui ont connu des violences en 2013 dans une région montagneuse et qui ont fui en masse. Une histoire que Taché a malheureusement bien connue en tant qu'ancien réfugié. My own parents live in southern Ethiopia as I'm speaking to you in Monaco today. Mes propres parents habitent toujours dans le sud de l'Éthiopie à l'heure où je vous parle. Ce sont des réfugiés, ils sont kenyans de naissance, ils ont leur pièce d'identité kenyane, mais ils vivent en Éthiopie à cause de la situation actuelle du pays, de leur appartenance ethnique et de la marginalisation. Pour mener à bien le projet Résilience, Interaction et Solidarity Monaco pourra compter sur le soutien sur place de l'ONG kenyane Strategies for Northern Development, qui connaît bien la zone. Nous réalisons de nombreuses interventions dans différents secteurs sur les problèmes de sécurité alimentaire, par exemple, le programme Résilience, les soucis d'accès à l'eau ou les soucis sanitaires, la responsabilisation des femmes et des enfants, la santé, la nutrition, énormément de programmes dans différents secteurs. Les deux ONG travailleront donc main dans la main pour que ce programme d'autoconstruction d'habitations aboutisse et espèrent bien le même succès que le programme Ngaïsi. Après l'exposition universelle de Milan l'an dernier, c'est au tour de la ville d'Astana au Kazakhstan d'accueillir cette fois-ci une exposition internationale qui se tiendra du 10 juin au 10 septembre 2017. Christine Datomel a assisté à la 4e table ronde de présentation du projet monégasque. Regardez. C'est en 1997 que Monaco Interexpo voit le jour. Chargée de la représentation de la principauté lors d'événements de promotion, elle a pour principale mission d'organiser la participation de Monaco aux expositions universelles et internationales. C'est pourquoi l'exposition internationale 2017, qui aura pour thématique l'énergie du futur et qui doit se tenir à Astana, au Kazakhstan, pour une durée de 3 mois et à laquelle participe bien sûr la principauté, était au cœur des débats ce vendredi lors d'une table ronde organisée au Monte-Carlo Bay. La principauté s'implique toujours dans la meilleure façon possible dans les expos. On fait partie des bons élèves, surtout ceux qui jouent le jeu de la thématique. Pour cette expo-là, nous avons choisi de montrer, alors je ne vais pas dévoiler encore tous les détails, mais de montrer ce que la principauté fait de bien en termes de développement urbain et surtout dans la réduction des émissions de CO2 et les modes de vie économes en énergie.
La réduction des émissions de CO2, le style de vie et l'énergie pour tous seront donc au cœur de l'événement. Et c'est l'agence italienne Simmetrico qui a été retenue par le souverain pour concevoir et réaliser le pavillon Monaco 2017. Aujourd'hui, c'est notre 4e table ronde. C'est un exercice qui nous tient à cœur parce qu'on a tenu avec cette exposition à initier une communication qui est élargie en principauté, c'est-à-dire qu'on a voulu avoir tous les partenaires du pavillon, mais aussi tous ceux qui s'intéressent au projet. Aujourd'hui, l'ordre du jour est particulièrement conséquent puisqu'on va présenter le lauréat du projet, donc on va enfin pouvoir montrer ce à quoi le pavillon va ressembler. Donc nous sommes très heureux d'accueillir les participants pour cette étape complètement décisive dans notre dossier. Cette exposition internationale 2017 revêt une importance particulière pour le développement de la coopération internationale dans le secteur le plus prometteur de l'économie d'aujourd'hui, les énergies renouvelables. Plus d'une centaine de pays et près d'une vingtaine d'organisations internationales participeront à cette exposition internationale à Astana, au Kazakhstan, entre le 10 juin et le 10 septembre 2017. La Galerie L'Entrepôt propose sa nouvelle exposition collective intitulée Bold. 3 artistes italiens révèlent à leur manière leur quête artistique au fil des ans. Vanessa Dessy vous en dit plus. L'accent est mis sur la connexion créative. Cette exposition regroupe diverses œuvres de Federico Massa, alias Yena Cruz, Emiliano Rubinacci et Federico Unia, alias Homer. Bold porte un fort message sous des personnages et des couleurs vives dans lesquelles ces 3 artistes se complètent. Issus du street art italien des années 2000, 15 ans se sont écoulés depuis leur première rencontre. Après avoir emprunté des chemins différents, ces derniers se réunissent pour réfléchir à leur voyage artistique. Nous avons décidé de nous réunir et d'apporter chacun notre propre production qui a évolué durant les années. Et aujourd'hui, nous faisons une sorte de bilan. Cela fait tant d'années que nous ne travaillons plus ensemble. Comment avons-nous grandi? Comment avons-nous été inspirés par nos expériences de vie? Nous avons apporté nos propres œuvres d'art qui représentent au mieux notre travail des dernières années. En ce qui me concerne, j'ai surtout travaillé sur la texture avec un effet déchiré sur les toiles, mais en réalité tout est peint. Bold est le résultat d'un rendez-vous en principauté. Cette exposition collective veut montrer au public l'audace de ses travaux. Federico Massa avait déjà créé l'événement en 2009 à la Galerie L'Entrepôt avec Street.it. Depuis, il poursuit une carrière internationale à New York. Je l'ai rencontré sur une grue devant le dôme de Florence où, devant les passants médusés, il badigeonnait un grand mur pour une œuvre de charité. Et c'est comme ça qu'on avait décidé de faire une exposition. Donc avec Federico, on a commencé. Et voilà, il est venu une fois, ses collègues sont venus une deuxième fois, et aujourd'hui, je suis très content qu'il vienne. Il est venu de New York, il repart demain à New York. L'exposition Bold est à découvrir jusqu'au 4 novembre à la Galerie L'Entrepôt. Je vous propose à présent de rejoindre notre invité du week-end, Dominique Riban, directeur de l'agence monégasque de sécurité numérique. Dominique Riban, bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons au Grimaldi Forum qui accueille la 16e édition des Assises de la sécurité. Vous avez présenté la nouvelle agence monégasque de sécurité numérique. Derrière ce nom, qu'est-ce qui se cache exactement? Quelles sont ses missions? Alors, les missions de l'agence qui vient donc d'être créée fin décembre par une ordonnance souveraine, mais qui en fait ne commence à vivre que depuis début juillet, puisque nous sommes arrivés avec mon directeur adjoint le 5 juillet, donc c'est tout frais. On a pour mission essentielle d'assurer la prévention, la détection et le traitement des attaques de cyberdéfense qui peuvent s'adresser sur les systèmes d'information de l'État monégasque et également des opérateurs d'importance vitale qui sont en cours de définition par un projet de loi qui devrait être voté prochainement. Et ces opérateurs d'importance vitale, ce sont tous les opérateurs qui sont essentiels au fonctionnement de l'État monégasque, qui sont essentiels à la vie des Monégasques et à la sécurité de l'État monégasque.
Alors à côté s'ajoutent bien sûr certaines missions d'expertise technique sur les produits, la qualification de produits dont on est sûr, parce que dans l'informatique, les produits font en général ce qu'on leur demande de faire, mais ils font aussi souvent des choses qui ne sont pas prévues. Et donc l'objectif, c'est de s'assurer et de garantir que ces produits que l'on va qualifier soient effectivement des produits qui ne font pas autre chose. Alors parfois, certains termes comme cyberattaque, cyberdéfense, criminalité virtuelle peuvent faire peur, peuvent effrayer. Est-ce que vous pouvez rassurer le grand public sur vos missions? Alors je rassure tout de suite le grand public sur nos missions. Nos missions ne sont pas du tout de l'espionnage. Nous ne sommes pas une agence de renseignement. Nous sommes l'autorité nationale de défense des systèmes d'information. Et nous sommes là vraiment pour faire de la défense, essentiellement, comme je l'ai dit, pour l'État et les OIV. Et donc on n'ira pas regarder ce que font les gens chez eux, quelles sont leurs données. D'abord, il y a un organisme qui s'appelle la CCIN qui est chargé de protéger les données personnelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne regarde jamais, parce que ce n'est pas dans nos missions, et puis ça présente pour nous aucun intérêt. Le but, c'est vraiment, si je peux peut-être parler un petit peu des différentes menaces que l'on va essayer de traiter. Les menaces en cyberdéfense, elles sont de 4 ordres. Vous avez les menaces qui sont ce que l'on appelle la cybercriminalité, donc c'est les arnaques à la carte bleue, c'est les arnaques au président, c'est-à-dire qu'on fait croire à la secrétaire du président qu'il faut faire rapidement un versement sur tel compte parce que le président est en difficulté, et c'est bien évidemment un faux compte. C'est ce genre de choses. Ça, c'est la première type d'attaque. La deuxième type d'attaque, c'est ce que j'appelle de l'atteinte à l'image. L'atteinte à l'image, c'est en fait une atteinte à un organisme qui peut être étatique ou qui peut être un opérateur, un industriel, et qui est de 2 ordres. Soit on l'empêche de travailler, c'est ce qu'on appelle le déni de service, c'est-à-dire qu'en général, l'entreprise est branchée à Internet par un tuyau d'une certaine dimension. Si vous mettez plus de choses dans le tuyau que ce qui est prévu, le tuyau explose, c'est de la plomberie. Et donc évidemment ça ne marche plus, et donc les gens qui doivent légitimement pouvoir se connecter ne peuvent pas le faire. Le deuxième genre d'atteinte à l'image, c'est la défiguration de site. Ça peut être une grande entreprise qui vend des produits tout à fait intéressants, et quand vous allez sur leur site, au lieu de trouver le logo du site de l'entreprise, vous allez trouver, je sais pas, un drapeau de Daesh ou des choses comme ça. Le troisième type d'attaque, c'est de l'espionnage. Ce sont des attaquants qui se mettent dans les systèmes d'information pour voler du savoir-faire, voler des données, soit pour les revendre, soit tout simplement pour faire une concurrence déloyale. Et ça peut avoir des conséquences évidemment graves pour une entreprise. Et puis le dernier type d'attaque, c'est le sabotage, dont l'exemple le plus flagrant et le plus connu en France, voire en Europe, c'est l'attaque de TV5 Monde en avril 2015. Voilà, c'est les 4 types qui sont... et c'est ce genre de choses que l'on va traiter. Et en quoi la principauté est-elle la cible de ce genre d'attaque? Est-ce que ça a déjà été le cas, ou vous serez plus basé sur... Il y a 2 choses. Oui, aujourd'hui, dans le cyberespace, comme on l'appelle, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Vous pouvez être attaqué par votre voisin qui a fait le tour du monde de machine en machine pour revenir chez vous. Donc c'est toujours très compliqué de savoir ce qui se passe. Et donc c'est un point effectivement important à traiter. Oui, la principauté a déjà été attaquée, a déjà eu des dénis de service, a eu des crypto-lockers, a eu des défigurations de sites. Ça continue d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'a pas vu d'espionnage et pas d'attaque et pas de sabotage, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas les possibilités de voir. Donc quand vous avez les yeux fermés, vous ne voyez pas les gens qui passent en face de vous. Aujourd'hui, c'est ça. Et c'est une des raisons essentielles pour laquelle l'agence a été créée, c'est justement d'ouvrir les yeux à la principauté pour pouvoir voir ce qui se passe et bien sûr réparer le mal derrière. Et dans notre quotidien, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Dans le quotidien des monégasques, ça ne va pas, nos actions directement ne vont pas changer grand-chose. Par contre, on va publier sur le site de service public de l'État monégasque un certain nombre de recommandations, un petit guide pour lorsque les gens voyagent, ne pas faire n'importe quoi pour ne pas se faire justement attaquer leur système, leur ordinateur portable, leur téléphone. C'est quelque chose qui est très courant.
On va publier un guide sur les mots de passe, comment choisir un mot de passe. Voilà, c'est des exemples. Ça va être, bien sûr, c'est vrai pour les services de l'État, c'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour les particuliers. Et ça leur permettra de sécuriser avec quelque chose qui est relativement simple, qui est écrit en français, il n'y a pas de technique, de sécuriser leur système, leur ordinateur personnel pour éviter de se faire voler leur numéro de carte bleue, de se faire voler en quelque sorte leur ordinateur sans le savoir, ce qu'on appelle des botnets, c'est-à-dire que leur ordinateur est utilisé pour faire des attaques. Donc les attaquants attaquent leur ordinateur pour faire des attaques de façon à ce qu'ils soient dissimulés derrière. Et ça, pénalement, ça peut avoir des conséquences pour eux. Donc il faut bien sûr les aider à s'emparer. Et à partir de quand on pourra consulter ces guides ? Ça devrait, en fait, on est en train d'ouvrir le site avec les services de l'État qui s'occupent de ça. Et je pense que d'ici quelques semaines, ça sera en service. Très bien. Merci beaucoup Dominique Riban. Je vous en prie, c'était avec plaisir. Merci. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. Passez une agréable fin de semaine sur Monaco Info. Samedi, temps ensoleillé, les températures seront agréables. Il faudra compter 16 degrés au lever du jour et jusqu'à 23 degrés dans l'après-midi. Dimanche, peu de changements, quelques nuages feront leur apparition, sans toutefois de dégradation du temps. Les températures seront douces. Nous attaquerons le début de semaine avec un temps plutôt nuageux. Les températures seront progressivement en baisse. À noter un risque d'averse dans la journée. Mardi, ciel toujours incertain, les températures seront fraîches avec 19 degrés au plus chaud de la journée. Et en milieu de semaine prochaine, le beau temps sera de nouveau de la partie avec des températures proches des normales de saison.